à toutes et à tous et bienvenue dans l'agriculture en question, votre émission de débat pour s'interroger et mieux comprendre le monde agricole. Nous sommes en direct donc au pavillon 4 du Salon international de l'agriculture sur le plateau du siècle vert, une émission donc évidemment organisée par les équipes de Fréquence EJ et de TV Agri. Comme d'habitude, un thème, 4 questions, 4 invités. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'agriculture et la pêche au sein de l'Union européenne. Et pour en parler, je suis donc autour de cette table accompagné de Véronique Marchesso. Véronique, vous êtes secrétaire nationale de la Confédération paysanne et vous êtes donc présente ici au Salon de l'Agriculture. Juste à côté de vous, François Valli, vous êtes éleveur porcin en Bretagne, du moins vous étiez éleveur porcin en Bretagne aujourd'hui. Vous êtes toujours, pardon, excusez-moi. Et vous êtes également donc président de la Fédération nationale porcine. En face de vous, François Gérard Romiti, vous êtes président du Comité national des pêches maritimes et de l'aquaculture. Et vous avez d'ailleurs votre stand, le pavillon France, qui se trouve juste en face du studio du siècle vert. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Paul Hébrard, que vous pouvez également voir donc sur TV Agri, sur ce plateau du siècle vert. Jean-Paul Hébrard, qui est donc journaliste pour TV Agri. On commence tout de suite. L'agriculture en question, ça démarre maintenant sur Fréquence EJ. La toute première question, donc comme je le disais, voilà 4 questions pour alimenter ce débat. On commence par la première donc qui est relative à la PAC, la politique agricole commune, qui est donc intrinsèque à l'Union européenne et qui soutient les agriculteurs français. On fait un point là-dessus avec Thomas Quinquis. La PAC, ou politique agricole commune, est la plus ancienne politique commune de l'Union européenne. Mise en place à partir de 1962, elle avait été créée 5 ans auparavant par le traité de Rome. Dès sa création, la PAC avait pour objectif d'accroître la productivité agricole, d'assurer un niveau de vie équitable pour les agriculteurs européens et de sécuriser le marché. Alors prenons quelques exemples. La PAC a permis de mettre en place ce qu'on appelle les aides indirectes. Ces aides assurent un prix minimum d'achat de la production des agriculteurs. Autre exemple, les produits extra-européens apportés à bas prix. Ils sont fortement taxés pour favoriser le marché intérieur. Grâce à ces mesures, l'Europe est devenue un géant de l'exportation de produits agricoles. Niveau budget maintenant, la PAC est financée par 2 fonds européens. Le premier, le Fonds européen agricole de garantie. Le second, le Fonds européen agricole pour le développement rural. Calculé sur 7 ans, le dernier budget voté pour la période 2014-2020 était de 408 milliards d'euros. Très inégalitaire dans sa répartition entre les différents pays. La France, premier producteur agricole européen, est le plus gros bénéficiaire de cette politique commune. En 2015, elle a perçu près de 9 milliards d'euros contre seulement 6 pour l'Allemagne. Pour le prochain budget qui sera effectif entre 2021 et 2027, la grande majorité des scénarios envisagés prévoit une réduction de ces subventions. Merci beaucoup Thomas Quinquis. Alors, messieurs et madame, je vous le demande, la PAC, est-ce que les agriculteurs aujourd'hui sont sous perfusion avec cette PAC? François Valli, donc vous voulez répondre? Allez, je vais me lancer. Sous perfusion, ça dépend comment, bien sûr, on le voit, et surtout certaines productions ont des enjeux plus importants avec la PAC que d'autres. C'est vrai que nous, en production porcine, on n'a pas directement, mes collègues de la viande blanche non plus. Après, on a indirectement, oui, parce que quand on est producteur de porc, on est tous un peu céréaliers, donc on a de la terre. Et il y a quand même des enjeux demain pour l'organisation économique qu'on veut faire en France et pour demain, justement, aller chercher de l'argent au premier et deuxième pilier. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour certaines filières, on prend la filière laitière, aujourd'hui, les revenus sont très, très impactants. La PAC est très impactante dans le revenu. Le monde de la viande bovine, c'est la même chose. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, les enjeux, on voit le président de la République était en négociation fin de semaine dernière. Ça n'a pas été, pour l'instant, c'est pas décidé. Il y a un gros combat entre les différents pays. La France est premier bénéficiaire de cette PAC-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, d'autres pays, on va dire, ils veulent aussi récupérer. Donc c'est vrai que les enjeux sont importants. Mais moi, ce que je dirais en tant que producteur, le premier enjeu, c'est le prix. Et si le prix demain est rémunérateur, la PAC aura moins d'impact sur notre produit, ce qui était prévu à l'époque en 92, mais aujourd'hui, ça a vraiment dévié. Merci beaucoup François Valli. Et je rappelle évidemment que vous êtes président donc, de la Fédération nationale porcine. Véronique Marchesso, vous êtes secrétaire nationale de la Confédération paysanne. Vous partagez l'avis de François. Pour vous, aujourd'hui, les agriculteurs sont sous perfusion avec cette PAC? D'une façon générale, les agriculteurs qui sont en filière longue sont très très dépendants effectivement de la politique agricole commune.
beaucoup plus que les personnes qui sont en filière courte, vente directe, transformation. Donc il y a une nécessité pour maintenir les filières actuellement de bénéficier des aides de la PAC. Donc plus ou moins fortement suivant les productions, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure. Moi personnellement, j'élève des vaches allaitantes et sans les aides de l'Europe, je ne serais pas en train de vous parler là en tant qu'éleveuse. Jean-Paul Hébrard, je me tourne vers vous, donc vous êtes journaliste pour TV Agri. Selon vous, est-ce que sans PAC, il n'y aurait plus d'agriculteurs français ? Alors, je ne sais pas s'il y aurait plus d'agriculteurs français, pour la bonne raison, c'est que la PAC ne concerne que certaines productions. Il y a beaucoup de productions qui ne sont pas concernées par la PAC, donc qui vivent sans les aides de la PAC. Pour beaucoup de productions, on dit souvent que la PAC, c'est le revenu de l'agriculteur. C'est-à-dire que c'est l'épaisseur en fait, du trait qui permet de dégager un minimum de revenus. Donc, s'il n'y a pas la PAC, on pourrait imaginer effectivement qu'il n'y ait plus de revenus. Deuxième point, si on regarde un petit peu plus loin, il y a eu une prospective qui a été dévoilée là, par le ministère de l'Agriculture avec un horizon 2035 sans PAC. Donc on va vers une diminution de la PAC qui est très sensible. On ne parle même pas là du fait qu'avec le Brexit, il risque d'y avoir renégociation. Quel va être le budget? Est-ce qu'il peut y avoir une crispation? Alors justement, le Brexit, ça, on en parlera un tout petit peu après, Jean-Paul Hébrard. Ce sera dans une autre question de ce débat. Mais effectivement, hein, vous avez raison de le rappeler, voilà, toutes les filières ne sont pas impactées par ça. Je me tourne maintenant vers vous, Gérard Romiti. Donc, vous êtes président du Comité national des pêches maritimes et de l'aquaculture. Vous, alors, vous n'êtes pas forcément directement impacté par cette PAC. En revanche, il y a aussi des aides européennes qui viennent aider les pêcheurs français. Nous, ça s'appelle la politique commune des pêches. Il n'y a aucune aide de l'Europe pour la pêche. Les aides sont interdites. Aucune. Aucune aide. Il faut qu'on se C'est à déplorer, tout ça, seul. selon vous? Bah, bien sûr, si on veut installer des jeunes, tout ça, donc il fallait des aides. Et on nous interdit les aides parce qu'on pense que c'est pour respecter la ressource. Alors, on a beaucoup de contraintes et c'est l'effet inverse. Donc on a le FEAMP 2, alors que le FEAMP 1 a été un fiasco. Le FEAMP 2, nous espérons que ce sera une réussite. Ouais, merci beaucoup Gérard Rometti. Rapidement, je repose la question. Est-ce que aujourd'hui, si les agriculteurs sont justement sous perfusion avec cette PAC, c'est parce que notre agriculture est fragile, Véronique Marchessault? Est-ce que notre agriculture, tout simplement, n'est plus assez attrayante, n'est plus assez forte par rapport au reste de l'Europe? Si l'agriculture aujourd'hui dépend des aides PAC, en fait, c'est des politiques qui ont été pensées il y a très très longtemps. Il a fallu diminuer, au sortir de la guerre, il a fallu diminuer le prix des produits agricoles pour que les ménages puissent avoir accès à d'autres biens de consommation. Et donc, en fait, c'est des choix politiques qui ont amené à ça. Et actuellement, du coup, on est obligé de soutenir l'agriculture parce qu'elle s'est complètement déconnectée de la réalité de ses coûts de production. C'est vraiment des choix politiques, en fait, du sortir de la guerre, quoi. Vous partagez cette analyse, vous, François Valli? Oui, c'est vrai que l'origine de la PAC, quand elle a été créée, c'est pour éviter aussi que l'augmentation des prix aux consommateurs. Et aujourd'hui, c'est là le problème, c'est qu'il y a ces aides-là, mais il y a toujours une pression aujourd'hui, parce qu'on dit toujours, on le voit ici au salon cette semaine, tout le monde aime ses agriculteurs, tout le monde veut soutenir ses agriculteurs. Par contre, après, à l'acte d'achat, c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, on voit bien la pression est tellement importante sur les produits agricoles qu'on ne veut pas l'augmenter parce qu'il y a un double discours. Il y a le discours du ministre de l'Agriculture qui dit oui, je suis d'accord, et après il y a Bercy qui dit oui, pouvoir d'achat. Donc on voit bien, c'est pas simple. Et tout à l'heure quand on parlait de la PAC, 98% des revenus de mes collègues laitiers viennent de la PAC aujourd'hui. Donc c'est quand même dramatique dans un monde français où on est producteur de lait quand même dans beaucoup de régions avec des gros volumes, quoi. Donc c'est aux consommateurs de payer plus cher pour pouvoir sauver l'agriculture française, Jean-Paul Hébrard? Oui, si je peux me permettre. François Valli, oui. Si je peux me permettre, c'est que je ne pense pas aujourd'hui, c'est la chaîne de valeur qui n'est pas bonne. Comme dit un grand distributeur, les marges, ça ne se partage pas, ça se gagne, peut-être. Sauf que quand on a des prix qui sont imposés pratiquement sur les marchés mondiaux au niveau ou européens, moi, si on me dit de faire facturer mon kilo de blé ou mon kilo de facture, je saurais le faire à mon prix de revient. Un maçon, il sait facturer à son prix de revient. Mais nous, on ne facture rien. On nous impose sur des prix mondiaux. Et derrière, par contre, tout le monde se fait sa marge. Et on le voit en porc. Le porc a vachement augmenté là depuis quelques temps pour un autre sujet qu'on va en parler après. À la distribution, ça n'a pas augmenté. Par contre, il y a un an, quand le cochon était beaucoup moins cher, il était au même prix.
Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut voir les marges, où est-ce qu'elles passent, et que la viande, en général, les protéines animales, ne servent pas de... On va dire qu'il y ait des transferts de marge qui sont faits aujourd'hui, et ça, il faut arrêter. Il faut vendre des produits à juste valeur. Une réaction, Jean-Paul Hébrard, par rapport à ça? Le consommateur, il doit payer plus cher pour sauver ses agriculteurs? Je ne sais pas s'il pourra payer plus cher déjà. Ça, c'est un véritable problème. Ce qui est sûr, c'est que le monde agricole est tout à fait d'accord pour relever le prix de vente des productions agricoles. Après, la question de savoir, c'est est-ce que c'est l'agriculteur qui va en bénéficier? C'était un peu le thème des EGA avec la théorie du ruissellement, qui ne fonctionne pas réellement, ou peut-être selon certaines filières comme le lait, où il semblerait que quand même on soit dans une période actuellement plutôt favorable, entre guillemets. Le porc, si c'est favorable, c'est parce qu'en Chine, il y a des problèmes et que le prix remonte par effet mécanique. C'est vrai que la PAC a été créée pour abaisser le prix du consommateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de le remonter. Mais est-ce que le consommateur aura la possibilité de se nourrir correctement? Est-ce qu'il y aura une nourriture à deux vitesses, c'est-à-dire une nourriture de qualité pour ceux qui ont les moyens de pouvoir l'acheter, et puis malheureusement peut-être de la nourriture importée à plus bas prix et à moins bonne qualité? Cette guerre des prix, alors c'est vrai qu'on l'a un peu on l'a évoqué là par rapport à l'agriculture, à l'élevage. Au niveau de la pêche, on l'a dit, il n'y a pas forcément de politique européenne. En revanche, est-ce qu'il y a aussi cette guerre des prix entre la grande distribution, les pêcheurs? Vous, votre analyse là-dessus, Gérard Romiti? Non, nous, ça passe sans crier. Après la grande distribution, bon, il y a les marailleurs, il y a la mise en marché. Eh bien, on arrive quand même à tirer les prix vers le haut en revalorisant le produit, en faisant des circuits courts. Mais l'aquaculture, il faut que vous sachiez qu'on importe 80% de l'aquaculture, du poisson d'aquaculture, et ça vient presque tous d'Asie. L'aquaculture, on n'a pas réussi à la démarrer en France, alors qu'on nous étions pionniers, nous étions les numéro 1 il y a 30 ans, et aujourd'hui on est à la solde de l'Asie. Donc c'est une grosse difficulté. Après, bien sûr, le prix, nous revalorisons notre production, mais nous sommes obligés aussi de faire ce que nous faisons en face, de la promotion, et nous tapons chez les jeunes. Et surtout, nous essayons d'éduquer les gens, parce que c'est un produit très spécial, le poisson. Les gens, si vous voulez, aussi, dès le plus jeune âge, on leur conseille cabillaud, sole, alors qu'il y a d'autres espèces à bas prix qu'on peut acheter et nourrir une famille. Mais elles ne sont pas connues, elles sont méconnues. Pendant des années, lorsqu'il y avait abondance, on est allé vers la facilité. Merci, merci Gérard Romiti. D'ailleurs, merci à vous quatre pour vos interventions. On passe tout de suite à la deuxième question de notre débat. L'Union européenne, hein, donc une concurrence déloyale, point d'interrogation, c'est le thème donc, de notre deuxième question. La concurrence entre les pays européens et l'Union européenne face à la concurrence internationale. On fait un point là-dessus avec Yanis Mehdi. Aussi célèbre que critiqué, la PAC est l'un des enjeux du prochain cadre budgétaire européen. Mais comment ces aides agricoles sont-elles réparties entre États membres? Principale ligne de dépenses de l'Union européenne, la politique agricole commune représente près de 408,3 milliards d'euros sur la période de 2014-2020. Si la France est le premier bénéficiaire de la PAC, cette aide ne représente que 62% de l'enveloppe totale perçue par l'Union européenne. Le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen du développement rural constituent les deux instruments financiers de la PAC. Le premier, doté d'une enveloppe de 278 milliards d'euros, finance notamment les aides directes aux agriculteurs qui font preuve de bonnes pratiques agricoles et environnementales. Le second, quant à lui, est destiné au développement rural et représente 100 milliards d'euros sur la même période. Après un séjour à Bruxelles du président de la République Emmanuel Macron pour défendre le budget de la PAC, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a affirmé la semaine dernière avoir obtenu le maintien du budget de la PAC, mais ces propos ont été démentis par son ministère. Aucun accord sur le sujet n'a encore été acté entre l'Union européenne et la France. Merci beaucoup Yanis Mehdi. Je me tourne vers vous François Valli. Alors déjà dans quelques instants on aura j'aimerais avoir votre réaction vis-à-vis de la concurrence donc,
l'Union européenne, plutôt comment elle défend ses agriculteurs face au reste du monde, notamment avec les accords faits avec le Mercosur. Mais juste avant, Véronique Marchesso, vous qui êtes justement secrétaire nationale de la Confédération paysanne, est-ce que vous avez remarqué que cette PAC pouvait parfois soutenir les gros agriculteurs et non pas les plus petits qui n'ont pas forcément le plus de moyens? En fait, la PAC, depuis qu'elle est en œuvre, elle pousse à l'agrandissement des fermes par en fait des aides qui sont attribuées soit à l'hectare, soit au nombre d'animaux, au volume de production. Donc en fait, en étant attribué sous ces conditions-là, ça favorise l'agrandissement des fermes et donc la diminution du nombre de fermes dans les campagnes. Oui. Là-dessus aussi, Jean-Paul Hébrard, on sait que voilà, 85% des aides attribuées aux agriculteurs sont faites en fonction de la taille de leur exploitation, 15% c'est fait en fonction de leur production. Au final, la PAC, c'est pour les gros agriculteurs, c'est pour les grosses exploitations. C'est pas pour aider le petit agriculteur qui, lui, n'arriverait pas à joindre les deux bouts. C'est sûr qu'il y a une corrélation en fonction des surfaces ou de la taille des troupeaux. C'est un choix qui est fait au départ. Mais le véritable problème, et ça rejoint un peu ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est le problème de concurrence différente selon les pays européens aussi, qui est un vrai frein. Il y a une véritable perte de compétitivité aujourd'hui de l'agriculture française. Il y a une véritable orientation qui est donnée plutôt de ne pas aller à l'export, mais de rester à l'échelon français et de délaisser un petit peu l'export. Et ça, c'est par le gouvernement, les signaux qui sont donnés par le gouvernement, même s'il y a un double discours par rapport aux agriculteurs et à la FNSEA, on a l'impression que les indicateurs sont plutôt vers du local, plutôt vers ce que vous défendez, madame, des petites fermes. Et la PAC, dans sa nouvelle version, pour revenir, va aller plutôt vers ce que vous proposez plutôt que vers l'export et les grandes exploitations. Enfin, vous vous battez pour cela, mais on a l'impression que c'est plutôt cette vision de l'agriculture qui est en train de l'emporter, avec notamment ce qu'on appelle le Green Deal. Mais peut-être vous allez en parler après. Ouais, c'est vrai qu'on en parlera. C'est très intéressant ce que vous venez d'évoquer, Jean-Paul Hébrard. Justement, cette fois-ci, je vais vers vous, Gérard Romiti. Au niveau de la pêche, est-ce que la France, tout comme au niveau de l'agriculture, est désavantagée par rapport à d'autres pays européens? Oui et non. Le problème, c'est le Brexit. Je ne sais pas si je suis dans la question, mais c'est ce qui va se passer. On en parlera un tout petit peu après du Brexit. Après, la France, c'est vrai qu'elle est moins maritimisée que d'autres États membres. Il y a 9 États membres qui pratiquent la pêche. C'est sûr que l'Espagne, elle a une autre puissance que nous. Mais bon, nous, on a quand même une bonne pêcherie. On est beaucoup plus socio-économique et culturel. C'est très important. On est très attaché à ce métier, à la revalorisation des produits. Et après, l'Europe, si vous voulez, la pêche est le métier le plus encadré d'Europe. Le plus encadré de tous les métiers. Il y a 950 règlements. Et tous les jours, il y a un nouveau. Ouais, c'est impossible à détricoter quand on est pêcheur. Ça décourage tout le monde. Donc à un moment donné, on demande, justement, s'il y a ce Brexit qui nous sorte des eaux, on demande de souffler un peu d'oxygène pour qu'on puisse voir un futur, parce que c'est très anxiogène. Du côté de l'agriculture cette fois, et par exemple même de l'élevage porcin, vous François Valli, là aussi il y a un désavantage quand on est agriculteur ou éleveur français plutôt que quand on vient d'un autre pays européen? Oui, il y a des désavantages. Donc, il y a des règlements quand même qui sont communs aujourd'hui au niveau de l'Europe. Si on prend le bien-être, il y a différentes choses. Bon, sur l'environnement, c'est vrai que théoriquement, c'est un règlement aussi européen, mais on sait que certains pays sont beaucoup plus laxistes que d'autres. Et c'est vrai que la France, on a souvent tendance à laver plus blanc que blanc en France. Et des fois, c'est compliqué. Bon, voilà, après, c'est les constats. Par contre, quand tout à l'heure, on disait on fait le choix de la production franco-française par rapport à l'export, oui. Mais attention, parce qu'une salade, c'est une salade, on la mange entière. Après, dans tout ce qui est viande, il y a des équilibres matières qui sont à faire. Et en France, si je pense à la production porcine, on exporte à peu près 30-35%, on importe la même chose. Sauf qu'on a une balance commerciale qui est complètement déséquilibrée vers l'importation, parce qu'on exporte, pour faire simple, on exporte du gras et on importe du maigre, donc du muscle. Donc la valeur est beaucoup plus. Aujourd'hui, si on prend sur la Chine, des pays, donc là on envoie des carcasses parce que c'est exceptionnel, c'est la demande. Mais le consommateur français et européen ne mange pas les pattes, ne mange pas la queue, ne mange pas la tête. Et c'est une patte. Si on veut valoriser un animal à 100%, il faut tout vendre, jusqu'au sang du cochon, si je prends le cochon, et jusqu'au poil. Donc il faut vraiment tout vendre pour tout valoriser quand on est à des prix d'1,20 €, 1,30 €. Alors je pense qu'il
il ne faut pas opposer les agricultures. Moi, je pense qu'il y a les agricultures en France. On a des agricultures en France. On n'a pas un modèle unique. On a des modèles uniques. Et ces modèles uniques, ces modèles-là devront exister et avancer. Après, s'il y a des choix dans certaines régions ou certains départements ou certains agriculteurs aussi de faire de la vente directe, moi, ça ne me dérange pas. Et ça ne me dérange pas, contrairement à la FNSEA ou à la FNP, contrairement à ce que certains voudraient bien nous faire dire. Alors évidemment, oui, tout dépend, donc vous l'avez dit, hein, de ce qu'on vend, du produit qu'on vend et surtout de à qui on le vend. Là, cette fois-ci, justement, on va quitter un peu le domaine européen, je le disais, on va parler donc de l'Union européenne. Selon vous, Véronique Marchessault, est-ce que l'Union européenne est un bouclier face à la concurrence internationale ? Notamment dans votre domaine, puisque vous nous avez parlé d'un élevage de vaches aussi. Dans ce domaine-là, par exemple par rapport au lait, je ne sais pas, ce serait... Oui, effectivement, actuellement, la politique agricole, elle protège quand même les agriculteurs en Europe. Les menaces, elles viennent plutôt des accords de libre-échange qui vont être conclus avec les pays autrement et où là, l'agriculture, en fait, est une monnaie d'échange pour vendre des voitures, des services. Et là, par contre, on a vraiment des fortes méfiances parce que du coup, ce qui nous protège actuellement peut être détricoté dans le cadre de ces accords de libre-échange. Là-dessus, vous partagez cette analyse, François Valli. Oui, je rappelle quand même que vous êtes président donc, de la Fédération nationale porcine. Vous, ces accords entre l'Union européenne et d'autres pays à l'international, on pense notamment à l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, les accords du Mercosur, Ouais. le CETA. Voilà. Est-ce que vous êtes impacté, vous, par ça dans l'élevage porcin ? Aujourd'hui, non, mais si demain ça avance, c'est vrai que par rapport à plus au Mercosur qu'au CETA, mais en plus on sait que ces gens-là s'arrangeront pour envoyer certaines pièces. Si je prends le jambon, on est train demandeur en France et en Europe, ces gens-là enverront des tonnes de jambon. Et donc quand on sait qu'une grosse partie de la valeur du porc se fait entre autres par le jambon, ça baissera, ça impactera sur le prix du porc. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des enjeux, il y a des enjeux au niveau de... Concrètement, parce que nous, on vend le porc plus cher chez nous qu'en Amérique du Sud ? Non, généralement, en plus les coûts de revient en Amérique du Sud sont beaucoup plus faibles. Ils sont assis, comme on le dit, sur un tas de maïs ou un tas de soja. Donc ils ont des coûts de... Nous, 75% à 80% du coût, c'est l'alimentation. C'est le coût alimentaire. Donc vous imaginez bien, quand vous avez un impact de 10 à 20% en moins ce coût alimentaire, vous baissez votre coût de production. Et voilà. Et après aussi, ils ont des contraintes environnementales, des contraintes au niveau du bien-être, sociétal aussi, si on va plus loin, même au niveau du social, une rémunération en Europe et en France, même encore là c'est pareil, il y a vraiment des distorsions aussi en Europe, mais si on prend en moyenne, est beaucoup plus élevée, et tant mieux que dans ces pays-là. Oui. Cette fois-ci, Jean-Paul Hébrard, vous justement qui êtes journaliste pour TV Agri, voilà, vous êtes au contact des agriculteurs. Vous sentez une inquiétude chez eux par rapport à ces accords de libre-échange faits entre l'Union européenne et d'autres pays à l'international ? Alors c'est intéressant parce que selon les accords et selon les filières, il peut y avoir certaines filières qui peuvent être impactées positivement par certains accords. Mais de ça façon dépend, c'est des cas particuliers. Ça voilà, dépend, la évidemment. capacité à exporter justement notamment. De façon globale, c'est une véritable inquiétude, très très forte. Ça va à contresens aussi en termes de messages, des messages qui sont donnés par le gouvernement. Les messages du gouvernement seraient logiques de dire on va vers des petites exploitations, on va vers des circuits courts, on va vers de la qualité, s'il y avait en parallèle le refus des accords internationaux. Or, c'est pas vrai. On va importer de la nourriture de l'extérieur qui n'ont pas les mêmes degrés de qualité. Donc il y a un message qui est totalement flou pour le monde agricole. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre... Rapidement, Jean-Paul Hébrard, s'il vous plaît. Oui, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'avenir, je pense que le monde agricole a vraiment très peur que l'on sacrifie l'export et qu'à l'inverse, on devienne dépendant des importations. Merci à vous quatre pour ces interventions. Je rappelle évidemment que vous aussi, qui nous regardez sur Facebook et sur YouTube, vous pouvez tout à fait réagir à l'émission dans les commentaires. Vous pouvez également, avec le hashtag siècle vert, commenter, puis poser des questions à nos invités. Tout de suite, on va passer à la troisième question de notre débat. Maintenant, abordons la question des normes au sein de l'Union européenne. Évidemment, elle pose question, parfois trop de normes, parfois pas assez dans certains milieux. On verra en fonction de vos filières. Tout de suite, on s'intéresse donc au prix de régulation avec la régulation donc, des produits agricoles et des produits de la pêche avec Thomas Glavieux-Moreau.
Et depuis 2008, l'organisation commune de marché structure le marché intérieur pour les produits agricoles. Elle regroupe même 21 produits de base. Et pour réguler le marché de tous ces produits, c'est la PAC qui s'en charge et elle bénéficie et elle dispose d'une panoplie d'instruments. Par exemple, des achats publics peuvent être décidés de façon conditionnelle lorsque les surplus encombrent le marché. Par exemple, on peut revendre ou donner à des écoles du lait ou en vendre de la poudre de lait pour nourrir le bétail. Ces produits restent quand même très différents les uns des autres puisque, par exemple, dans le secteur de l'huile d'olive, des fruits, des légumes ou encore du tabac, ce sont les organisations de producteurs qui régulent, eux, le marché. Alors que dans le secteur du lait et du sucre, des quotas de production ont été mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés dans l'objectif de maîtriser la production et ainsi de garantir des prix plus stables aux producteurs. Pour clôturer d'ailleurs sur ce lait, la France se place 6e du prix du lait payé le plus cher aux producteurs avec un prix annuel par tous les 1000 litres de lait de 375 €, contrairement aux 353 € donnés en moyenne dans les autres pays d'Europe, soit 2% de moins que l'année dernière. À noter que c'est le Danemark et l'Irlande qui ont pris le plus de baisses. Merci beaucoup Thomas Glavieux-Moreau pour ces éclairages. Vous, Gérard Romiti, pour vous, est-ce que dans la pêche cette fois-ci, avant de passer évidemment à l'agriculture, on en parlera avec vous François Valli ou vous Véronique Marchessault, pour vous, Gérard Romiti, trop de normes dans la pêche aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, la norme tue la norme, mais après, nous sommes différents. Vous êtes en train de faire de moi un agriculteur de la mer. Je vous remercie d'ailleurs, je m'identifie d'ailleurs, nous avons les mêmes problèmes. Mais c'est un peu différent chez nous. Non, évidemment, c'est pas c'est les quotas, l'accès aux quotas. Donc au départ, nous, notre lait, c'est les quotas qu'on nous attribue ou qu'on nous attribue pas. Selon le rapport scientifique, on vient de se prendre des culottés là, en mer Celtique où on va nous faire pêcher avec des engins qui ne pêchera pas de poissons. Donc, comme lesquels concrètement par exemple, quel poisson et avec quel engin? Le cabillaud, pour ne pas le citer. Donc c'est vrai que les stocks... Mais le cabillaud n'y est pas en mer Celtique en plus. Mais quand même, la pernicité de la finesse de l'Europe, on nous explique qu'il ne faut pas pêcher du cabillaud là où il n'y en a pas. Après, si vous voulez, je suis un Européen convaincu. Le seul avantage qu'il y a, c'est que nous tenons bon face à la mondialisation, face aux importations de produits. Il faut savoir que, par exemple, la Norvège travaille du cabillaud, mais qu'elle envoie en Chine transformé et qui nous revient dans nos magasins. Ça les auditeurs le savent ou ne le savent pas. Lisez un peu les boîtes de surgelés, vous allez voir ce qui a marqué dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faut qu'on reste groupés. Nous sommes autant impactés que les agriculteurs. Et si vous voulez, après, c'est le problème que nous avons, c'est qu'il ne faut pas que l'Europe se liquéfie et qu'elle se dissout. L'Europe nous a protégés de beaucoup de choses et nous sommes un marché de 575 millions. Mais ça me permet aussi de rebondir sur la question qui me préoccupe, c'est le droit à nourrir les gens de cette planète. On commencera par le marché national, le marché européen et voir l'Afrique, voir les 9 milliards d'habitants qu'il va falloir nourrir. Alors comment on les nourrit? Ouais. Alors rapidement aussi, Gérard Romiti, évidemment là vous avez parlé donc de la pêche, mais il n'y a pas que ça hein, évidemment pour nourrir les citoyens. On a aussi cette fois-ci, excusez-moi Gérard Romiti, mais je vais me tourner vers François Valli. François, vous donc qui êtes président de la Fédération nationale porcine, est-ce que au niveau cette fois-ci des antibiotiques peut-être donnés aux porcs, est-ce qu'au niveau même de traitement hein, dans l'élevage, est-ce qu'il y a trop de normes aujourd'hui en Europe? Non, alors on ne va pas parler des normes. Il y a certaines normes au niveau antibiotique. Déjà, nous, on a baissé dans la production de 43% aujourd'hui porcine et tous mes collègues ont fait des efforts. Tout le monde a fait des efforts sur la baisse antibiotique. On sait que certains pays européens utilisent beaucoup plus d'antibiotiques que nous. Après, ce n'est pas des normes. Et de toute façon, l'antibiotique, on n'a pas à l'utiliser et on ne l'utilise surtout pas de façon automatique. Voilà, il n'y a rien en Europe qui régule l'utilisation de ces produits? Un animal qui est malade, sauf si on est dans des filières bien spécifiques comme le bio, où on a des contraintes parce qu'on a le droit à tant d'antibiotiques par an, parce que les bio
ont aussi le droit, et tant mieux, parce que quand les animaux sont malades, il faut bien les sauver, c'est soit ça ou les laisser mourir. Donc à un moment donné, il ne faut pas pousser l'aberration non plus. Mais aujourd'hui, bien sûr, il y a des EAMM, des autorisations de mise sur le marché, il y a des choses qui régulent. Après, nous, on utilise des produits qu'on, une fois que le vétérinaire a passé, signe une ordonnance, et après on utilise le produit. Mais par contre, sur les normes qu'il y a aussi, le problème qu'on a en France, c'est qu'il y a des normes européennes, mais après nous on fait de la surtransposition, c'est-à-dire qu'on remet des normes franco-françaises, et à chaque fois on se tire une balle dans le pied. Et c'est ça aussi la problématique qu'il y a en France. Sur la pêche, il y a beaucoup de normes. Nous en France, il y a des normes européennes, mais à chaque fois on remet. À chaque fois un président de la République ou les ministres nous disent on arrête la surtransposition, sauf que ça ne marche jamais, c'est que des paroles, et on a très peu d'actes. Cette fois-ci, Véronique Marchessault, vous partagez cet avis de François Valli. Il y a des normes franco-françaises, puisque c'est ça le terme, qui sont rajoutées par-dessus des normes européennes. Vous êtes, je rappelle quand même pour nos auditeurs qui viendraient de nous rejoindre, vous êtes secrétaire national de la Confédération paysanne. Bon, la plupart des normes, en fait, elles sont quand même faites pour protéger le consommateur, pour protéger l'environnement, donc elles ont quand même une base qui est fondée. Nous, ce qu'on déplore plutôt, c'est que les normes ne soient pas forcément adaptées actuellement. Effectivement, comme on a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs formes d'agriculture, dont une agriculture qui est plus industrialisée. Et il y a beaucoup de normes qui sont pensées pour cette agriculture qui est plus industrialisée et qui s'appliquent aussi à une agriculture locale. De circuits courts. Et là, en fait, c'est complètement inadapté. Et en fait, nous, ce qu'on réclame, c'est surtout d'avoir des normes protectrices pour les consommateurs, pour l'environnement, mais des normes qui soient adaptées aux conditions de production. Ce serait possible, d'après vous, Jean-Paul Hébrard, vous qui êtes journaliste donc à TV Agri, ce serait possible d'avoir des normes communes, c'est ce que disait Véronique, des normes communes entre différents pays et surtout des normes qui visent à protéger à la fois les producteurs, les éleveurs, les pêcheurs, agriculteurs et aussi les consommateurs. Alors peut-être pas entre les différentes productions, mais ce qui serait logique, c'est d'avoir des conditions et des normes qui soient comparables selon tous les pays. Ce qui n'est pas vrai du tout, puisque en France, on a tendance à être beaucoup plus protecteur peut-être que d'autres pays, qu'il y a des coûts horaires aussi en coûts de main-d'œuvre, par exemple, qui sont très différents d'un pays à l'autre. Et comme on va de plus en plus dans la diminution, et c'est logique, des pesticides, et si jamais on fait appel au manuel, par exemple, pour désherber, c'est sûr qu'avec des coûts horaires qu'on a en France et des coûts horaires qu'on peut avoir dans d'autres pays, ça va être compliqué de maintenir une compétitivité qui sera du même type. Oui, c'est dur donc évidemment de pouvoir uniformiser tout ce système. Vous, François Valli, un avis là-dessus ? Oui, si on prend sur la main-d'œuvre, quand on prend aujourd'hui au niveau compétitivité sortie du élevage, en France, on est un des meilleurs pays d'Europe, le deuxième, et on est très fort. Par contre, sortie abattoir, c'est une catastrophe, parce que les coûts de main-d'œuvre en abattoir sont beaucoup plus faibles en Allemagne, par exemple, qu'en France, au niveau de l'achat. Donc, il y a vraiment une distorsion aujourd'hui qui impacte la filière globale, parce que vous imaginez bien que si le coût est plus élevé à la sortie, la barrière d'ajustement, c'est l'agriculteur. Et donc, le prix du porc est payé moins cher parce que le coût final, on est plus élevé. Donc, on voit bien aussi, là, il y a une vraie distorsion. Et je ne parle pas de la main-d'œuvre en Espagne sur les fruits et légumes ou dans plein de choses où on sait qu'on fait venir de la main-d'œuvre des pays voisins hors Union européenne avec des prix pas normal de rémunération de ces gens-là. Oui, on comprend bien évidemment cette problématique de la main-d'œuvre. Pour vous, Gérard Romiti, je rappelle que vous êtes président du comité national des pêches maritimes et de l'aquaculture. Il y a ce problème-là aussi de la main-d'œuvre étrangère qui serait utilisée sur des bateaux français ? Tout à fait. On a un grand souci, on n'arrive pas à recruter. Malgré que la filière aille bien, on a 12 écoles de formation qui sont pleines, on forme des jeunes, mais on n'arrive pas à recruter, donc il faut qu'on se retourne. D'abord, on a beaucoup de Européens. On est sur la Côte d'Ivoire aussi, on recrute. Mais, si vous voulez, le problème de tout un chacun, c'est que nous, on est sur l'eau, mais quand on voit les bateaux, que je ne citerai pas, des 8 États membres, qui, eux, font des choses que nous ne faisons pas. Comme quelle pratique, par exemple, concrètement Pratique, des jours de mer en plus que nous, des déclarations de capture différentes des nôtres, avec le même logiciel. Vous tapez Marine Traffic, tout un chacun, tiens, je fais un peu de pub, va pouvoir voir les bateaux où ils sont. Et vous voyez les zones où les box, où les Français n'y sont pas, vous avez les Espagnols qui y sont. Je parle de la Méditerranée.
Donc c'est qu'en fait, on n'a pas aujourd'hui, la France est désavantagée vis-à-vis d'autres pays européens parce qu'il n'y a pas de normes pour réguler la ça. France, c'est le bon élève, comme disait mon ami. On lave plus blanc que blanc. Donc on veut être le bon élève et la récompense, on l'a pas. Puisque quand on a des quotas, on n'a pas plus de quotas que les autres. On a des contrôleurs, on a beaucoup de contraintes qu'on s'est imposées. On a les quotas, on était contre. Moi, j'étais à l'époque contre les quotas. Et là, je me dis, heureusement qu'il y a eu les quotas. Et les quotas sont respectés par les autres pays européens? On n'en sait rien, parce que vous n'avez pas après la vision. Donc moi, ce que je demande, que cette Europe citoyenne vienne en aide aux citoyens pêcheurs que moi je représente, et entrepreneurs. Et sur, tout à l'heure, par exemple, le poisson d'aquaculture, qui est fait par nos aquaculteurs, qui est un produit au top, labellisé, label rouge, et on peut travailler aussi avec les collègues céréaliers pour faire les produits, je peux vous dire qu'en Chine, on est loin du compte. Ouais, sur le panga, encore moins, qu'on fait passer pour du Saint-Pierre. Parce que nous, on a tromperie sur l'affiche. Oui, donc évidemment, il y a aussi ce problème des appellations. Alors malheureusement, on va devoir rapidement terminer. Peut-être je me tourne vers vous, François Valli, au niveau des appellations, que ce soit effectivement donc bio, label rouge, IGP. Est-ce que en France, il y a les mêmes critères pour avoir ces appellations qui sont des gages de qualité que dans d'autres pays européens? Alors, les différents, donc on a un critère qui est vraiment commun au niveau de l'Europe, c'est le critère l'agriculture biologique, AB. Mais en France, on n'a pas tout à fait les mêmes normes où chaque pays, il y a une norme de base et après chaque pays remet aussi des fois des choses. Donc je ne suis pas un spécialiste de ces cahiers des charges donc, au niveau européen, donc je n'irai pas plus loin là-dessus parce que je ne sais pas vraiment. Et dans les autres pays, chacun a ses cahiers des charges mais qui peuvent être différents aussi d'un pays à un autre. Donc c'est compliqué de parler de concurrence déloyale sur les cahiers des charges. Alors très rapidement, Gérard Romiti, parce Oui. que vous allez devoir nous quitter Oui. dans pas Je longtemps. vais aller en Occitanie. Ce que je veux vous dire, c'est que par exemple ici, le pavillon France Filière Pêche, c'est un label, donc du fond de l'eau, trié sur le fond et pas sur le pont. L'AGMS met en vente les marailleurs, les poissonniers. Donc on a réussi. Ça veut dire que lorsque la consommatrice et le consommateur achètent un pavillon France qui a le FFP, ça veut dire qu'une pavillon premier registre, c'est-à-dire que le marin est rémunéré à son juste prix, pour son juste travail, et ça n'apparaît pas. Et c'est très important. Donc, lorsque vous achetez France Filière Pêche, Pavillon France, vous achetez à des gens aussi qui respectent les quotas, qui respectent le travail, qui respectent les normes et qui respectent l'homme. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour Je suis un agriculteur de la mer. Agriculteur de la mer, évidemment. Merci beaucoup pour vos 4 interventions. Et puis, merci à vous, Gérard Romiti. Je rappelle que vous êtes président du Comité national des pêches maritimes et de l'aquaculture. Hein. Vous êtes également présent donc sur le pavillon France, juste en face du plateau du siècle vert. Merci d'avoir été avec nous. Malheureusement, voilà, vous devez partir. Vous avez évidemment beaucoup de choses à faire ici au Salon international de l'agriculture. Tout de suite, on passe à la 4e et dernière question de notre débat. Évidemment, comment parler d'Union européenne si on ne parle pas de l'actualité et du Brexit, hein, voilà, le Royaume-Uni qui a quitté notre Union européenne. On fait un point rapidement sur les chiffres dans l'agriculture, hein, et notamment depuis le Brexit, avec Mathilde Couvillère-Flornoy. Tout comme les autres secteurs économiques, l'agriculture est aussi concernée par le Brexit et la première conséquence est que cela fera un contributeur en moins pour la PAC. Le Royaume-Uni faisait partie des plus gros contributeurs avec un financement annuel de 3 milliards d'euros, un trou qu'il va falloir combler alors que l'agriculture est déjà au plus mal. En ce qui concerne les relations commerciales, la France est le 3e exportateur de produits agricoles du Royaume-Uni qui nous achète essentiellement du vin, des produits laitiers et des céréales. Selon le ministère de l'Agriculture, ces exportations pèsent 5,5 milliards d'euros et la balance commerciale nous est largement favorable, c'est-à-dire qu'on exporte plus de produits qu'on en apporte. Alors actuellement, nous sommes dans la période de transition du Brexit, c'est-à-dire que les Britanniques restent dans l'union douanière en attendant de trouver un accord de sortie. Mais à la fin de cette période de transition, le 31 décembre, les douanes seront vraisemblablement rétablies, mettant alors un coup de frein aux exportations françaises. Les secteurs laitiers et viticoles seront les plus touchés, mais la pêche surtout sera en danger,
car les Britanniques comptent bien reprendre le contrôle de leurs eaux. C'est ce qui s'est passé au début du mois de février, quand le Royaume-Uni a interdit les pêcheurs français de sillonner les côtes de Guernesey. Alors, le conflit fut vite dissipé, mais il faut savoir que la pêche française est très dépendante des eaux britanniques. 30 à 40% de notre pêche provient de là-bas. Si les Britanniques reprennent vraiment le contrôle de leurs eaux, alors la pêche française en prendra un sacré coup, car les trois régions bordant les eaux britanniques, qui sont la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, concentrent 75% de nos ports de pêche. C'est donc une forte baisse de revenus et une hausse du chômage qui pourrait toucher ce secteur. Enfin, si aucun accord n'est trouvé à la fin de la période de transition, le Brexit pourrait coûter à l'agroalimentaire français plus de 500 millions d'euros selon les chambres d'agriculture. Merci beaucoup Axel Savoie et non pas Mathilde Couvillère-Flornoy. Hein. C'est vrai que j'ai lu bêtement ma fiche alors que non, c'était vous. Merci beaucoup donc Axel Savoie. Alors c'est vrai que malheureusement on aborde le Brexit mais notre ami Gérard Romiti a dû partir. Peut-être cette fois-ci Jean-Paul Hébrard, donc vous êtes journaliste à TV Agri. Vous ressentez parfois avec les pêcheurs que là vous avez pu rencontrer parfois sur le salon de l'agriculture, vous ressentez cette crainte vis-à-vis du Brexit. Voilà, les espaces de pêche ont été réduits. Alors c'est vrai qu'il y a une crainte très très forte du secteur de la pêche pour la bonne raison, c'est l'accès à certaines zones qui sont riches en poissons ou pas, selon les accords qui vont être trouvés. Ce qu'il faut savoir, c'est un peu que tout le monde se tient aussi par la barbichette, c'est-à-dire que si effectivement il y a des refus qui sont faits du côté britannique, il va y avoir aussi du traitement du poisson dans d'autres ports de l'Union européenne qui ne vont pas pouvoir se faire, voire des achats. Donc il va y avoir une négociation multilatérale qui va s'opérer. Et le Royaume britannique a tout intérêt quand même à conserver le marché européen pour pouvoir vendre ses poissons. Et donc à autoriser des pêcheurs français Il y aura des négociations, il y aura des situations qui vont s'équilibrer d'un côté ou d'autre, et puis il y aura malheureusement certainement des perdants. Et parmi ces perdants, est-ce qu'on peut considérer que l'agriculture française, cette fois-ci non pas la pêche, vous, Véronique Marchessault, est-ce que les paysans français vont être impactés par ce Brexit? Voilà, Axel Savoie nous parlait d'un chiffre de 500 millions d'euros de pertes pour l'agroalimentaire français. Alors, ça a déjà commencé les perturbations en fait. Moi, je vais juste donner l'exemple de la filière dans laquelle je travaille, la filière viande bovine. En fait, les Irlandais actuellement commencent à envoyer leurs bêtes sur le marché français plutôt que sur le marché britannique. Et du coup, il y a déjà des déstabilisations de marché. Et donc, on ressent déjà une baisse des prix de la viande bovine. Et au-delà de la viande bovine, pour la viande porcine, cette fois-ci, François Valli, vous êtes éleveur porcin en Bretagne? C'est vrai que, comme votre collègue l'a dit dans les commentaires, c'est que les enjeux sont différents selon, bien sûr, ce qu'on produit ou ce qu'on vend quand on est agriculteur. Nous, la production porcine, et en production porcine, en plus en Angleterre, ils sont autosuffisants qu'à 40%, parce qu'il y avait eu un gros déclin pour des choix stratégiques où vous avez décidé de mettre toute la production porcine sur paille. Donc voilà, on va dire qu'il y avait 60% des éleveurs qui ont dégagé. Et aujourd'hui, ils importent beaucoup. Donc nous, les Français, on n'est pas les premiers contributeurs de l'Europe. On en fait partie, mais c'est les Allemands, les Danois. Mais par contre, le problème qu'il y a, c'est que si ce volume-là est fermé, on va se retrouver avec un volume qui va rester sur l'Europe. Et où est-ce qu'on va le ramener? Donc voilà le premier risque. Et le deuxième risque qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que l'Angleterre, demain, devienne la plaque tournante des États-Unis. Parce qu'on sait, on peut l'entendre parler aussi. C'est-à-dire qu'on envoie de la viande à la ractopamine ou avec des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser en Europe et en France, qu'on la transforme, qu'on la découpe, transforme en Angleterre et ça repart. Donc les enjeux sont là aussi. C'est vrai que nous, la production porcine, ça ne paraît pas impactant directement, mais c'est impactant au niveau de l'Europe parce que de toute façon, dès qu'il y a des transferts ou qu'on change on va dire les flux de produits, ça désorganise tout et voilà. Donc pour nous, on a un impact quand même derrière aussi, un risque d'impact. Ça pourrait arriver, Véronique Marchessault, sur d'autres produits que les porcs, hein, ces changements de flux. Selon vous, ça pourrait déstabiliser l'agriculture européenne? Oui, ça va déséquilibrer les équilibres qui sont actuellement faits entre différents pays. C'est pas forcément juste l'impact entre la Grande-Bretagne et nous, mais aussi en fait les autres partenaires qui vont en fait changer de marché, quoi. Oui. Donc ça peut impacter plusieurs filières. Et par exemple sur la filière bovine, puisque vous justement c'est aussi un peu votre domaine, même si également vous êtes secrétaire national de la Confédération paysanne, là-dessus sur la viande bovine, est-ce que au contraire nous aussi l'Union européenne, on devrait maintenant que ce Brexit est là, se diriger vers un commerce avec d'autres pays pour justement essayer de revaloriser nos... Non, vous n'avez pas l'air d'accord, François Valli? Non, mais
Je vais pas. Et après, Véronique, si vous voilà, voulez. je vais une pas répondre à la réaction. place de ma collègue, mais quand vous dites ça, ça paraît facile, mais on a déjà du mal. Aujourd'hui, tout à l'heure, on l'a dit qu'on n'avait pas une politique en France à l'export. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit même en port, quand je prends aujourd'hui comment ça se passe par rapport à la Chine, où ils sont beaucoup plus demandeurs, et nous, on est sur un marché intérieur, on n'est qu'à 102% autosuffisant, et aujourd'hui, on a un marché français à fournir. Donc, faut, à un moment donné aussi, l'objectif, c'est de bien garder. On a créé des origines, on a créé tout ça. Donc, je pense qu'il faut garder ça. Après, nous, la politique de la France, c'est une politique de surplus. Alors, d'accord ou pas d'accord, mais chercher d'autres marchés, ça peut être compliqué aussi après, et surtout au niveau de la concurrence et au niveau des marchés aussi valorisants, pas des marchés de dégagement. Véronique Marchesso, là-dessus, vous êtes d'accord avec François? Voilà, moi je vais élargir le débat. Je pense que du coup, il faut aussi repenser d'une façon très très globale en fait, nos productions par rapport aux enjeux climatiques. On va être amené forcément à diminuer le nombre de bovins qu'on produit. Donc voilà, il faut aussi s'adapter au marché, mais il faut aussi penser plus largement l'avenir de la filière par rapport à tous les enjeux auxquels on doit répondre. Mais est-ce que cet avenir de la filière, cette fois-ci je me tourne vers vous, Jean-Paul Hébrard, cet avenir de la filière, est-ce qu'il n'est pas aussi en danger quand on voit la capacité de production d'autres pays, comme par exemple aux États-Unis, quand on voit ces fermes avec 20 000 vaches qui sont réunies dans des enclos, est-ce que aussi, en cherchant cette forme d'écologie, de respect de la nature, on risque pas d'impacter le coût, enfin la vie de nos agriculteurs et de leur faire perdre de l'argent? Alors c'est sûr qu'entre des grands centres de production comme on a aux États-Unis, on ne peut pas avoir les mêmes coûts de production qu'avec des élevages plus petits, voire de petites fermes comme on essaye de montrer comme modèle recherché pour la France. Cela dit, tout dépend où on veut produire et à qui on veut vendre. Si on veut vendre localement, si on veut vendre dans des circuits courts, on peut avoir des petites fermes. Si on veut s'attaquer au marché mondial, on ne sera pas compétitif. Donc là-dessus, effectivement, il y a cette ambiguïté entre les deux. Est-ce que là-dedans, François Valli, il y a aussi ce désir de pouvoir potentiellement rendre l'élevage porcin un peu plus respectable de l'environnement et donc de pouvoir fournir une nouvelle offre? C'est-à-dire que maintenant que les exportations, voilà, clairement, on n'est pas dédié à ça en France, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que peut-être on peut offrir de la viande un peu plus qualitative? Après, on a dans l'interprofession, suite aux OGA, des engagements ont été faits pour cette montée en gamme et aussi avancée. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Il y a 4 ans en porc, bio, 110 000 porcs par an. On a signé un plan filière, 5% de 23 millions, 1 million de porcs. Aujourd'hui, on n'est même pas à la boîtier et on est pratiquement bouché dans certains marchés. Le consommateur français, il veut que du jambon et de la longe. Je reviens sur un problème d'équilibre matière. Quand un cochon conventionnel, il faut à l'agriculteur 1,60 €, 1,70 €. Mes collègues en bio, il faut 4 €, 4,50 €. Donc voilà, il faut une juste valeur de rémunération. Et je pense que la montée en gamme, c'est demain en porc. On répondra aux consommateurs, mais plus en flux poussé comme on l'a fait avant, c'est-à-dire qu'on pousse et après on voit, ça sera en flux tiré. Quand on aura des marchés, on développera. Et il faut faire attention, on l'a vu dans certaines filières, où on a développé la filière œuf, on a développé ce fameux code zéro que tout le monde voulait. Et aujourd'hui, ils ont des problèmes, mes collègues en bio, aujourd'hui, pour valoriser ce code zéro en œuf. Et là-dessus aussi, est-ce que c'est pas l'Union européenne, justement, qui, on revient pas forcément à la question des normes, mais est-ce que c'est pas aussi l'Union européenne qui nous fixe des règles? Et avec le Brexit, le Royaume-Uni, les Britanniques, les agriculteurs, du moins britanniques, ont peut-être réussi à s'affranchir de certaines règles et donc de favoriser leur exportation. Véronique Marchesso, pour vous? Je ne crois pas que l'agriculture britannique soit en très très grande forme et je ne pense pas que ce soit un modèle à suivre pour les autres pays. Ouais, vous avez l'air d'accord, François? Ouais, je pense pas que c'est une stratégie. C'est pas une stratégie. Les enjeux sont beaucoup plus au-delà du monde agricole. C'est des enjeux beaucoup plus. Le monde agricole, bien sûr, sera impacté. Nos collègues agriculteurs là-bas seront impactés. Mais bon, certains aussi ils sont pas tous pro-Brexit. Il y a eu un vote qui a été fait, voilà, c'est passé. Mais il y a beaucoup de collègues anglais qui s'inquiètent, qui sont inquiets et qui auraient bien voulu rester dans l'Europe. Oui. Et sur cette ouverture du marché, vous, Jean-Paul Hébrard, vous pensez qu'il peut y avoir, notamment même pour la viande, que ce soit l'élevage bovin ou bien porcin, là-dessus, est-ce que pour la viande, il peut y avoir aussi des accords? Parce que vous nous parliez d'accords tout à l'heure, possible donc au niveau de la pêche. Est-ce que même au niveau de la viande, au niveau des cultures de légumes, de fruits, il peut aussi y avoir des accords avec les Britanniques, même depuis le Brexit? Il y aura certainement des accords qui vont se nouer par la suite de façon à rééquilibrer les positions parce que tout ne va pas changer avec ou sans Brexit.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Angleterre peut devenir tout à fait une tête de pont des États-Unis. Et deuxième point, on n'a pas les douanes aujourd'hui, parce que ce n'est pas parce qu'on a créé des frontières avec le Brexit qu'on aura les douanes à mettre en face pour éviter l'entrée des produits. Parce qu'on n'a pas des douaniers en nombre au point de pouvoir les contrôler. Donc, on risque d'avoir des contrôles qui vont perturber peut-être les échanges, l'arrivée des camions par exemple au bout des tunnels, mais en revanche on va aussi avoir beaucoup de nourriture qui va pénétrer le marché à bas coût dans des conditions peut-être en passant par la Grande-Bretagne. Merci beaucoup à vous trois pour ces interventions. Évidemment, hein, le sujet de ce Brexit et de son impact sur l'agriculture française nécessiterait sûrement un peu plus de temps. Et puis même, voilà, cette question globale hein, sur l'agriculture et puis surtout l'agriculture vis-à-vis de l'Europe, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, vous avez pu nous éclairer chacun avec votre domaine et votre expertise. Merci à vous. Merci. Merci donc à vous trois d'avoir participé, ainsi qu'à Gérard Romiti, mais qui malheureusement nous a quittés en cours d'émission. Donc merci à vous, Véronique Marchessault. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale de la Confédération Paysanne. À côté de vous, il y avait François Valli. Merci à vous également. Vous êtes éleveur porcin en Bretagne et également président de la Fédération nationale porcine. Et enfin, merci à vous, Jean-Paul Hébrard. Merci bien. Merci, vous êtes journaliste pour TV Agri. D'ailleurs, je remercie toutes les équipes de TV Agri et notamment la régie qui se trouve juste derrière moi. Je remercie également l'équipe de Fréquence ESJ pour avoir organisé cette émission de débat. Voilà, l'agriculture en question. On était donc sur la question européenne. Et puis, dès demain, nous aborderons une nouvelle question, c'est celle des céréales. Voilà, les céréaliers. Ce ne sera pas moi qui serai présent, mais Bastien Cochet, que vous retrouverez donc de 17h à 18h. N'hésitez pas, hein, évidemment, à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, avec le hashtag Siècle Vert. Surtout, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est celui-là, ne le loupez pas. Vous pouvez retrouver hein, tout le contenu de cette émission en podcast sur fréquencej.com ou également eh bien, sur notre chaîne YouTube ou alors sur la chaîne YouTube aussi de AgriBuzz et puis également sur notre page Facebook. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain, moi, dans À Travers Champs de 10h à midi en compagnie de Thomas Glavieux-Moreau. Salut à tous.